Tout a commencé dans un cinéma du centre de Beyrouth. Dimanche dernier, les ouvreuses avaient cédé la place aux fédayines en armes à l'affiche Kiryat Shmone, ce village du nord d'Israël que les Palestiniens avaient pris pour cible il y a un an. Les militants du Front populaire Commandement Général célèbrent l'anniversaire de leur premier raid. C'est l'organisation la plus dure. Elle appartient à ce que l'on appelle le Front du refus, qui rejette toute idée de solution négociée ou de coexistence avec Israël. Après la réunion politique, le défilé militaire essaie la surprise. Le commandement général mobilise plus d'hommes qu'on ne pouvait le prévoir, environ 1 millier de fédayines, précédés par des véhicules équipés de mitrailleuses lourdes. Enhardi par sa propre force, le cortège sort du quartier palestinien et s'engage, les armes à la main, sur le plus grand boulevard de Beyrouth en scandant des slogans marxistes-léninistes. Au balcon, la population inquiète redoute un incident avec les phalanges chrétiennes hostiles aux activités militaires de la résistance. Jusqu'à la dispersion du cortège, rien ne se produit. Les Palestiniens se préparent à regagner les camps de réfugiés où ils habitent. Et c'est le drame. Un autobus qui traverse un quartier chrétien est attaqué par les milices phalangistes armées de roquettes. 2 heures plus tard, Pierre Gemayel, le chef des phalanges chrétiennes, fera sa première déclaration devant la caméra de TF1. Il est à bout de nerfs. Quand on vient vous attaquer dans votre maison, eh bien c'est tout à fait naturel qu'il y ait de... Et puis n'oubliez pas que l'endroit où ils sont venus, tout le monde est armé là. Tout le monde est armé. Et c'est ça qui est malheureux. D'ailleurs, pourquoi tout le monde est armé? Pourquoi les Libanais sont armés? Pourquoi? Parce que malheureusement, nous avons été débordés par une nuée d'étrangers qui sont venus presque occuper notre pays. Depuis dimanche, Beyrouth est une ville folle, folle de violence et de peur. Pour le comprendre, il suffit de savoir que chaque quartier est un bastion politique et que chaque famille est armée. Dans ce climat, la capitale libanaise vient de vivre 3 nuits de cauchemar. Chacun se terre chez soi. Chaque 10 minutes retentit une explosion. C'est un magasin qui est soufflé, un domicile qui est détruit. Aucun quartier n'est à l'abri de cette violence imprévisible. Et lorsque les pompiers arrivent, ils essuient eux aussi des coups de feu. Les rares voitures qui circulent sont suspectes et courent des risques énormes. Des barrages s'improvisent et tirent sans sommation. Durant la journée, c'est pire encore. Quelques minutes de répit durant lesquelles on court s'arracher les journaux, et puis la population abandonne à nouveau la rue aux combattants. Certains camps palestiniens sont assiégés par les phalanges chrétiennes. Seule circule la Croix-Rouge, mais plusieurs ambulances ont été la cible de tirs. On tirait sur des morts, et ce sont les brancardiers qui ont été tués. Lorsque les ambulances pénètrent dans les camps, c'est à 120 km à l'heure et sans savoir si l'évacuation des victimes sera possible. À chaque instant, la situation évolue. Une avenue calme se transforme en champ de bataille du seul fait de quelques tireurs isolés qui se sont embusqués sur un toit. Le plus grand boulevard de Beyrouth a été hier le théâtre de combats qui ont duré plusieurs heures devant l'ambassade de France. Nous sommes ici en plein cœur de Beyrouth, sur le boulevard Mazra, là où, dimanche, le Front populaire, commandement général, a défilé quelques minutes avant l'attentat perpétré par les Kataeb. Beyrouth, ce n'est plus une ville, c'est une juxtaposition de quartiers, de ghettos qui tous sont bouclés militairement par des milices armées. Les perspectives politiques, elles sont très nébuleuses. Les médiateurs ont obtenu que les phalanges livrent les responsables de l'embuscade. Les 2 camps ont rendu les otages, mais dans la rue, on s'est encore affronté toute la journée. Bonjour. Eh bien non, ce n'est pas Emmanuel Laurentin qui a été retenu à Paris pour une émission en direct. Et donc, il m'a demandé de le remplacer un peu au pied levé, mais donc c'est avec une grande joie
que je le fais pour ce temps des archives, ce rendez-vous mensuel que nous avons avec nos amis et partenaires de l'INA. Et donc je tiens à saluer la présence de Mireille Maurice et Marie-Christine Elias, qui nous font l'amitié d'accompagner ce projet du temps des archives, en choisissant avec nous des images, des images, et c'est très important pour aujourd'hui, de la télévision française. Donc ce sont des archives qui ne sont pas simplement qui sont un point de vue, un regard. Et donc aujourd'hui, nous avons choisi un moment un peu tragique, mais écoutez, nous sommes le 14 avril. Comme vous venez de voir ces premières images, elles se déroulent le 13 avril 1975. Donc nous sommes 39 ans, presque 40 ans après. Et donc, plaisir d'accueillir pour accompagner et réfléchir sur ce déclenchement de la guerre au Liban de 1975. Marie-Claude Swade, qui est anthropologue, qui a vécu pendant toute la guerre, donc de 1975 à 1990, au Liban, à Beyrouth. Elle nous en dira un mot tout à l'heure, et même de longues analyses. Donc elle est anthropologue, elle enseigne à l'université Saint-Joseph à Beyrouth. Jinan Sfer, qui elle est historienne, et qui elle enseigne, et donc elle est maître de conférence à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Et donc on essaiera avec l'une et l'autre de passer, je dirais, entre mémoire et histoire, entre des points de vue, je dirais, singuliers, des petits fragments de micro-histoire, de moments, à un recul d'analyse plus historique sur les différents acteurs, sur les différents enjeux. Et on va comme ça suivre ces images d'archives qu'on va commenter et essayer d'éclairer pour essayer de comprendre cet Orient soi-disant compliqué, et de voir un peu comment aujourd'hui, près de 40 ans après, on peut tenter de comprendre ce qui s'est joué au Liban. Alors, Marie-Claude Swade, j'aimerais bien commencer par vous, puisque vous avez un souvenir extrêmement précis de ce 13 avril 1975. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu ce moment d'histoire, puisque c'est de là que l'on date le déclenchement de la guerre au Liban. D'ailleurs, on viendra avec l'une et l'autre savoir si effectivement c'est bien ce moment de déclenchement. Mais pour vous, qu'est-ce que ça évoque, ce 13 avril 1975 ? Eh bien, je suis née un 13 avril. Donc, le 13 avril 1975, c'était le jour de mes 21 ans. Et je me souviens bien que je suis d'une grande famille, on est 6 enfants. Je suis leur aînée, ma mère n'était pas là, mon père était mort, ma mère était en voyage, elle avait des choses à faire ailleurs. Et je me rappelle que lorsque j'ai entendu qu'il y avait eu cet incident du bus, comme on l'a appelé après, j'ai appelé tous mes frères et sœurs, les uns étaient chez des amis, les autres faisaient du sport, etc. Et ce qui était très très important, c'était que tous les enfants rentrent à la maison et n'en sortent pas. Donc ce 13 avril a été pour moi un jour où il fallait absolument... je crois que ça a été le déclenchement d'un mécanisme de survie qu'on a gardé pendant 15 ans. Quand il y a un danger, il faut que toute la famille soit ensemble, que l'on sache qui est où, et qu'au mieux qu'on reste tous ensemble parce qu'on avait peur. Et je crois que dès le début, on sentait que cet incident n'était pas anodin. Pour vous, en même temps, c'est pas une surprise. Non, ce n'est pas une surprise du tout, puisque à partir de 1968, les polarisations dans la société étaient très claires. On était départagés entre gauche et droite, autour de revendications sociales d'une part, et d'autre part autour du soutien à la cause palestinienne. Donc
des violences sporadiques, il y en a eu. Donc, il y avait eu avant la mort d'un grand chef syndicaliste, des députés aussi. Donc, on sentait que c'était une tension qui montait. Mais de là à imaginer que cette guerre allait durer 15 ans, ça, on ne l'imaginait pas. Alors, je me tourne vers l'historienne. Est-ce qu'on peut dire que ce 13 avril est le déclenchement de cette guerre ? Alors, tout le monde s'accorde à dire que le 13 avril, c'est le déclenchement de la guerre, mais il faut revenir bien en avant pour dire que il y avait une polarisation, il y avait également une population palestinienne qui était établie, mais qui avait également des alliés libanais. Lorsque j'entends Pierre Gemayel qui parle au nom de tous les Libanais et dit « nous, les Libanais, nous devons nous défendre », en fait, il parle de nous, les Libanais chrétiens, phalangistes, qui devons nous défendre. Et puis, il a un discours qui est très populiste, très démagogue. Et de l'autre côté, les Palestiniens sont là, ils sont visibles, ce sont les combattants. D'ailleurs, l'archive commence par le cinéma, avec la projection d'un film de Fedayeen qui vont libérer, en fait, qui font une action combattante en Israël. Et donc, la polarisation de la société existait bel et bien avant 1975, avec des pro-palestiniens qui vont adhérer à la cause palestinienne, à la révolution et au thème révolutionnaire. On dit bien que ils utilisent la terminologie marxiste-léniniste, et de l'autre côté, les phalangistes, ils étaient plutôt taxés de droite avec une idéologie plutôt nationale-socialiste. Et donc on est dans une guerre qui va se déclencher avec un aspect libanais-palestinien, mais sous-jacent, il y a tout un conflit social de notables très riches qui détiennent la plupart des richesses, de pauvres, et puis aussi un conflit qui va se transformer en conflit communautaire et religieux après les 2 premières années. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que ces images sont justes, ou est-ce que c'est là aussi, on voit déjà un premier angle, un premier regard ? Est-ce qu'il y a des éléments critiques que vous avez par rapport à ces images d'archives qu'on a présentées ? Alors, tout à l'heure, j'avais discuté un tout petit peu sur ces images, comme quoi la guerre civile libanaise est entrée dans tous les foyers. C'est une guerre qui a été retransmise dans les foyers en France, aux États-Unis. On avait la guerre du Vietnam juste avant, mais la télévision n'était pas aussi répandue avec la guerre du Vietnam qu'en 1975. Alors, ce qui se dit dans cette archive est un point de vue très franco-français qui rappelle aussi que le Liban a été colonisé par la France. Et donc on a tout de suite les acteurs qui vont être déterminés par ce discours, les Libanais phalangistes qui vont se protéger contre les Palestiniens qui veulent mener la révolution sur le territoire libanais. Ce qui n'est pas complètement faux, hein. C'était aussi vrai parce qu'il y a eu les accords du Caire qui ont permis aux Palestiniens de s'armer pour partir ensuite, pour mener leur révolution à partir du territoire libanais. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Eh bien, moi qui ai vécu cette guerre, qui en a fait partie un peu, puisque j'étais d'un bord et pas d'un autre. De quel bord, justement ? Écoutez, si c'est pas indiscret de Non, mais moi je suis un cas très libanais, mais un cas dont on ne parle pas dans la presse, mais on en parlera après. Je suis très très étonnée que Dominique Baudis, le 17 avril, ait déjà compris ou vu que les quartiers étaient ghettoisés, que Beyrouth était quadrillée par la violence, etc. Nous, on n'a pas pensé ghetto, mais il a fallu 15 ans pour qu'on pense ghetto. Ça veut dire, je me demande avec quelle pertinence la presse étrangère, entre guillemets, a tout de suite vu qu'on était chrétiens, musulmans, ghettoisés, etc. Moi, je viens d'une famille chrétienne, j'ai vécu dans la partie musulmane, plus tard j'ai épousé un musulman, je me promenais entre toutes les lignes de démarcation, etc. C'est vrai, mais là je vois le 17 avril, déjà qu'on parle de Beyrouth crispée, ghettoisée, etc., je me dis waouh, il a vu beaucoup plus loin que nous. On a mis du temps parce que notre société avait d'autres ressources
que celle d'aller aussi vite. Donc je crois que c'est des archives qui vont vite, je respecte. Je pense qu'on aura justement, on est là pour décrypter ces archives et de passer, je dirais, des catégories qui sont formulées par les journalistes à un moment du reportage. Donc une pensée quand même émue pour Dominique Baudis qui vient de disparaître. Et effectivement le témoignage de ceux qui ont traversé les frontières que l'on disait particulièrement étanches. Alors peut-être que à partir de ce moment donc, du 13 avril, nous allons maintenant faire un petit retour arrière et donc aller vers des archives qui nous montrent justement la question palestinienne qui est assez décisive puisque le poids des acteurs internationaux joue un rôle décisif dans le conflit interne au Liban. La deuxième archive. De nouvelles convulsions agitent donc le Liban. La crise couvait depuis des mois autour d'un problème qui obsède les Libanais, accueillir les fédayines palestiniens et accepter ainsi le risque des représailles israéliennes ou les contenir à l'extérieur et s'attirer les foudres des gouvernements arabes. Les Libanais n'ont pas vraiment choisi. Conciliateurs nés, ils avaient opté pour le compromis et leur attitude, il faut bien l'avouer, n'a pas été payante. À Tripoli, la deuxième ville du pays, les supporters des fédayines sont descendus dans la rue, l'armée a tiré, il y a eu des morts des deux côtés. Les infiltrations clandestines se sont multipliées jusqu'au jour où les Libanais, incrédules, ont été mis devant le fait accompli. 3 villages étaient bel et bien occupés par les commandos du Fatah. Après une tentative infructueuse, nous avons pu arriver jusqu'à l'un de ces villages, juché sur une colline, Yanta. Le drapeau libanais y flotte toujours, les gendarmes libanais sont restés à leur poste, les paysans sont résignés, les fédayines s'y conduisent en maîtres, au grand scandale de l'un de nos confrères libanais venus couvrir l'événement. Ils sont fédayines, il est médecin. Oui. Médecin aussi, ils sont tous deux médecins. Oui. Alors qu'est-ce qui vous explique? Vous parlez français tous les deux? Non. Que vous explique-t-il? Ils justifient leur présence au Liban? Ils justifient leur présence au Liban. Ils disent qu'une armée d'occupation, si on veut dire, parce que leur dit, enfin vous êtes en train d'occuper. Alors lui il dit non, nous ne sommes pas en train d'occuper, nous sommes en territoire. Nous sommes en territoire arabe et nous n'occupons pas. Nous sommes partout chez nous. Nous sommes partout chez nous. Mais est-ce qu'ils disent qu'ils vont se retirer du Liban? Ils ne veulent pas qu'il y ait le moindre trouble au Liban. Ils veulent sauvegarder l'unité libanaise, c'est ce qu'ils disent, et le régime libanais. Ils ne sont pas contre le régime, ils sont en désaccord avec certains dirigeants. Et vous ne trouvez pas que c'est un peu curieux de vouloir sauvegarder un régime en faisant de l'occupation militaire? Si, moi je trouve que c'est très curieux. Mais moi je trouve que toute la région est très curieuse d'ailleurs. Ouais. Et alors, et les gens du village, vous les avez interviewés, vous les avez interrogés? Qu'est-ce que les gens de Yanta d'ici? Ils ne peuvent pas parler. Ils ont peur? Je ne sais pas s'ils ont peur ou s'ils sont tout juste prudents. Et vous ne vous étonnez pas, vous, en tant que Libanais, que l'armée, qui est à quelques kilomètres d'ici, laisse faire? Eh bien, l'armée, moi je ne peux pas discuter la position de l'armée parce que je ne la comprends pas. Vous ne la comprenez pas? Je ne la comprends pas, non. Donc vous la désavouez, en fait? Je ne peux pas la désavouer. Ouais. Parce que c'est une armée qui est en train de faire son devoir, en définitive. Mais en laissant occuper le territoire? Supposez qu'elle ne peut pas réagir autrement. À votre avis, donc... supposez qu'elle ne veuille pas faire des dissensions à l'intérieur. Entre qui et qui, les dissensions? D'abord, ils sont trop nombreux, eux, à Beyrouth. Qui, eux? Les Fidaïs. Oui. Alors, on essaie d'éviter des troubles, puisqu'il y a maintenant des interventions internationales Oui. pour éviter tout ça. Oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini, et ça ne veut pas dire que ça ira plus loin.
Maintenant, moi, je vais leur poser une question en tant que Libanais. الجيش اللبناني سمح لكم بالأساس أنتم تتحركوا هون؟ هو سمح للاساس وبعدين رجع تاني لما اسرائيل اشتكت كتير. Je vais poser la question, est-ce que l'armée libanaise vous a permis de vous installer au départ au Liban? Ils disent oui, au départ, elle nous a permis de nous installer au Liban, maintenant, elle ne nous le permet plus. En fait, ce n'est pas ça. L'armée libanaise n'a jamais autorisé les Fedayines à s'installer au Liban. Officiellement, non. Officiellement, non. هو في الواقع الواحد يقدر يقول ان الحوادث اللي حدثت في لبنان حوادث مؤسفه جدا. Bon, ils viennent de vous exposer longuement leur point de vue, leur position. Est-ce qu'ils vous ont convaincu, vous, en tant que Libanais? Absolument pas. Ils occupent mon territoire et je n'aime pas ça. Je n'admets pas ça. Ils occupent mon territoire et je n'aime pas ça. Alors, c'est une archive de le RTF du 30 octobre 1969. Donc, vous voyez qu'on a retourné quelques années en arrière. Et donc, le journaliste est Jacques Abouchard. Alors, Diane Sfer, quand on a regardé ces archives, on a dit, mais c'est quand même étonnant, ce journaliste. Il pose des questions, il apporte des réponses. Oui, en fait, c'est une archive où on voit deux journalistes qui dialoguent. Et les acteurs, qui sont les Fedayines, qui occupent le village libanais, sont là, on leur pose des questions, ils répondent à peine, et puis on interprète leurs réponses, et on élabore autour de leurs réponses, et puis ensuite on prend position. C'est-à-dire que c'est un journaliste qui va prendre position, et de l'autre côté, le journaliste français également pousse l'autre à dire des choses. Et c'est des journalistes qui parlent français. Alors vous expliquez que c'est un biais tout à fait particulier. Oui, à part Kamal Jumblat et Rachid Karameh également qui étaient francophones, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'élite bourgeoise libanaise a été formée chez les missionnaires français et notamment les chrétiens. Donc ils sont tous francophones et ils peuvent tous s'adresser, devenir les interlocuteurs privilégiés des journalistes français ou même des journalistes étrangers. Donc on a eu toujours un son de cloche qui va interpréter un pan de l'histoire. Et actuellement, on dispose d'un documentaire qui a un peu remis les choses en place. C'est celui d'Al Jazeera, qui est sur 14 épisodes sur la guerre civile libanaise, où on a été interrogé des acteurs de l'époque et on a trouvé d'autres archives, des archives alternatives aux archives françaises ou suisses. Alors là, on voit donc surgir un acteur, donc l'acteur palestinien, les Fedayines. Peut-être quelques mots, un rappel historique, peut-être sur, là on est en 69, 67, 69, 70. 67, la guerre israélo-arabe, 69, les accords du Caire, 70, Septembre Noir, quelques éléments qui évidemment ont une répercussion majeure sur la situation intérieure libanaise. Est-ce que je peux juste faire une remarque sur cette archive qui me paraît très très intéressante. Le journaliste libanais francophone, etc., a un discours pour les non-libanais qui serait très intéressant à décoder. Le journaliste français lui demande est-ce que l'armée a permis aux Fedayines de s'installer? Alors lui, il est vague. Il dit oui, peut-être, mais moi je ne peux pas critiquer l'armée. Puis il lui pose la question mais pourquoi? Il dit parce qu'il y a des dissensions, mais des dissensions entre qui et qui? Donc on sent aussi qu'il y a toute la retenue sur les tiraillements qui existent au sein des politiques au Liban, autour des, non seulement autour de la souveraineté du pays face à une occupation entre guillemets palestinienne, mais tout notre problème depuis 1943 jusqu'à maintenant, qui est les institutions de l'État, le partage confessionnel des pouvoirs, les luttes. En fait, les failles sont bien là. C'est-à-dire les failles sont bien là. Et ce journaliste, moi, ça me fait rire parce que il veut parler des failles, mais comme il prend position, il n'arrive pas à les situer. Mais les failles sont là. Donc on est quand même 69, donc on voit bien que les éléments, les prolégomènes à la violence... Et que ce n'est pas les Palestiniens seulement qui sont un élément majeur. On a des failles dans lesquelles, après, tout va se jouer. On va revenir tout à l'heure sur la dimension interne, intra-libanaise de la guerre, mais là, quand même, justement, quelques rappels pour recadrer historiquement sur, justement, au fond, pourquoi est-ce que les Palestiniens se retrouvent au Liban ?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1948, donc, il y a l'exode des réfugiés palestiniens au Liban, il y a la création des premiers camps qui vont prendre place autour des grandes villes, donc Tripoli, Saïda et Beyrouth, pour faire très rapidement. Et en 1967, donc, il y a la défaite, la guerre de 6 jours, et la défaite des armées arabes face à Israël. Et à partir de ce moment-là, il y a la naissance, le renforcement du mouvement national palestinien, où on va dire ce ne sont pas... La Palestine va unir les Arabes. Donc on va dire que c'est le mouvement national palestinien qui va conduire à l'unité des Arabes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va financer et appuyer ce mouvement national palestinien qui va se développer en Jordanie, qui va se développer dans les camps jordaniens, mais qui va également se développer dans les camps au Liban. Alors, après 1968, il y a la bataille de Karameh, une bataille qui va consacrer la figure du Fedaï, la figure du révolutionnaire palestinien, et également avec lui, on va assister au culte du martyr. C'est-à-dire, il va y avoir des processions avec les premiers martyrs palestiniens et des dizaines de milliers de personnes qui vont suivre le cercueil. Je pense que Marie-Claude peut en parler également. Et donc, on a cette martyrologie qui va naître et la figure du Fedaï qui va devenir une figure emblématique du héros arabe avec son kéfillé. Et en 1970, donc après Septembre Noir, parce qu'ils vont essayer, donc avec Wadi Haddad et le FPLP, de déstabiliser le pouvoir jordanien et de mener des opérations contre Israël à partir du territoire jordanien. Et là, le roi jordanien va les chasser, va les... faire plus que les chasser. Ouais, va les massacrer. Et une grande partie de ces combattants vont venir au Liban, et suite aussi à la signature des accords du Caire en 1969. Alors on va voir le portrait de deux des grands acteurs politiques libanais, Kamal Jumblat et Pierre Gemayel. À la suite. Mais il faut comprendre que les Fedayins ne sont pas une armée disciplinée, après tout, n'est-ce pas? Et peut-être nous aussi, nous ne sommes pas très disciplinés au Liban. Comme vous le voyez, c'est l'esprit de la Troisième République qui règne toujours ici. Ce n'est pas la 4e ou la 5e avec De Gaulle. Nous n'avons pas eu encore notre De Gaulle. Vous pensez qu'il peut donc y avoir encore quelques petits incidents, qu'il y aura peut-être même toujours quelques petits incidents, mais que cela ne changera rien au fond du problème? Non, cela ne change rien au fond du problème. Vous ne voyez donc pas le Liban écrasé par ce problème des Fedayines comme on le présente souvent dans la presse occidentale? Non, aucunement, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui sont très compréhensifs. Et ce sont des jeunes gens, la plupart, qui ont fait de solides études. Et il est intéressant de causer avec eux. Il est intéressant aussi de voir l'esprit qui les meut, n'est-ce pas? Ils sont honnêtes d'ailleurs. Et je ne vois pas de difficulté d'accorder notre petit État, si vous voulez, semi-développé encore, peut-être un peu semi-archaïque sous le cadre de certaines institutions encore vieilles, et libertaire, n'est-ce pas, sous un certain angle, libéral plutôt, avec le mouvement révolutionnaire palestinien. Parfois, le chef de l'organisation, Pierre Gemayel, vient personnellement superviser l'entraînement. Mais vous ne trouvez pas un peu anormal d'entretenir des groupes armés dans votre pays? Vous avez raison, c'est tout à fait anormal et ce n'est pas... C'est un peu... Nous craignons, je ne sais pas, l'avenir est à Dieu, comme on dit. Nous craignons, qui peut savoir ce qui nous attend, ce que nos ennemis, nos adversaires de tous bords, de tous les côtés... Qui sont vos ennemis? Tous ceux qui en veulent du mal au Liban. Vous voulez dire les Fedayines, par exemple? Ah non, les Fedayines, ce n'est pas des ennemis à nous. Mais quand les Fedayines se transforment
en je ne sais pas quoi, alors ce n'est plus de fidaïn, ça. Mais vous ne faites pas confiance à l'armée libanaise pour assurer la défense du pays? Nous faisons confiance à l'armée libanaise, mais vous savez, le drame dans lequel nous sommes, puisque vous êtes là depuis quelques jours, ce n'est pas une guerre entre chrétiens et musulmans. C'est une guerre, je l'appelle une guerre, c'est un conflit entre nous et les Palestiniens. C'est 350 000 Palestiniens qu'on a renvoyés de chez eux et que nous avons hébergés, que nous avons traités tout à fait en frères chez nous. Nous voulons bien les aider, nous voulons bien qu'ils soient chez nous, nous voulons bien qu'ils soient très bien traités chez nous, mais nous voulons aussi qu'ils respectent notre souveraineté et notre indépendance. Vous n'auriez pas été tenté, par exemple, de rejoindre les rangs des Fédayines? Non, non, non. Les phalangistes ont plutôt leur but, c'est d'être ou d'avoir un Liban seul, indépendant des Arabes, indépendant des autres. Mais pourtant, le Liban est un pays arabe, non? Je ne pense pas. Nous insistons sur la personnalité indépendante du Liban. Alors, nous parlons l'arabe, nous sommes dans un pays avoisinant arabe, mais nous sommes libanais, nous sommes purement libanais. Nous ne voulons pas confondre notre personnalité avec les autres pays. Alors, un Liban seul, indépendant des Arabes, comment est-ce que ça sonne à vos oreilles et à votre lecture, Marie-Claude? On va commencer par ça ou par commenter le discours de Kamal Jumblat? On va commencer par la fin, puis on reviendra sur Kamal Jumblat, enfin, comme vous souhaitez. Hein, mais, de toute façon, c'était intéressant de mettre les deux grands acteurs politiques de cette époque, puisque donc, je rappelle quand même ces archives, 28 mars 1970 et 10 juillet 1970. Donc on est 5 ans avant le déclenchement. Hein. Oui, mais la controverse autour de l'identité arabe du Liban, c'est une très très vieille histoire. Ça veut dire c'est autour de... En 1943, la Constitution a stipulé que le Liban était un pays à visage arabe pour essayer de faire un équilibre entre ceux qui le voulaient arabe assimilé à la Oumma musulmane et ceux qui... Donc, autour de nos constructions des identités nationales, cette arabité a été à la fois voulue, acceptée, rejetée. Il y a beaucoup d'ambiguïté à jouer avec notre arabité, qui est d'ailleurs très, très intéressante, cette ambiguïté. Moi, je trouve que c'est cette ambiguïté qui fait que nous avons des différends et des différences, etc. Mais la veille de la guerre civile, bien sûr, c'était autour de la cause arabe qui, comme Jihan était en train de le dire, était la cause palestinienne. Donc la cause arabe divisait les Libanais entre... nationaliste arabe avec la cause palestinienne qui était assimilée à la grande cause arabe, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs dans notre imaginaire collectif plus ou moins dans le monde arabe, et une libanité qui serait fondée sur un imaginaire du Liban à l'abri des conflits de la région, un Liban plutôt qui serait la Suisse de voilà, c'est ça, la fameuse Suisse du Proche-Orient, de l'Orient, etc. C'est une revendication que les Libanais voudraient appliquer maintenant pour se prémunir du conflit syrien, mais qui n'a jamais été possible. Ça veut dire qu'en 1975, quand les phalangistes disaient « faisons un Liban à l'abri des conflits de l'arabité », moi, je hurlais dans les rues « on veut un Liban arabe pro-palestinien, etc. » Et aujourd'hui, tous ces enjeux se recomposent autrement, et c'est très intéressant de voir comment la mémoire, disons, revenir sur la guerre civile libanaise pourrait être très, très intéressant pour interpréter d'autres conflits aujourd'hui. Alors on va rester sur la guerre civile libanaise. J'aimerais bien qu'on s'arrête un moment justement autour de ces deux figures, Jihan Sfer, et au fond sur la polarité des forces politiques libanaises 5 ans avant le déclenchement du conflit ouvert. Juste avant, il faut que je précise quand même, pour ceux qui ne savent pas qui est Kamal Jumblat, c'est un chef druze, donc d'une communauté qui est mahométane, qui n'est pas tout à fait musulmane, enfin ils sont un peu à part, et puis Pierre Gemayel qui est un chef chrétien, donc qui est le fondateur des Kataeb, des phalanges.
Kamal Jumblat est également le fondateur du Parti socialiste libanais, donc ça il faut le rappeler, et c'est un chef de clan. C'est un véritable chef de clan. Pierre Gemayel le deviendra plus tard. Il n'est pas issu des grandes familles historiques en place. Et donc ici, on a deux Libans qui s'affrontent. Et si on doit revenir aux racines de cet affrontement, sans vouloir faire une accusation basique contre la France, mais effectivement, la constitution libanaise est basée sur un système confessionnel hérité des Français. Donc c'est les Français qui vont recenser la population et qui vont diviser la population. La République universelle et laïque ? Ah, tout à fait. Là, pour le coup, on a un recensement qui a été fait en 1932, je pense, et qui est toujours en vigueur. On a un président de la République qui doit être chrétien, un Premier ministre qui doit être musulman sunnite, un président de la Chambre qui est chiite, et puis ensuite on a la répartition des fonctions administratives également en fonction de l'appartenance religieuse, et tout ça est un héritage colonial. Est un héritage des Français. Mandataire. Mandataire, c'est un déguisement de la colonie, mais c'est un héritage d'un système qui ne fonctionne pas, et qui a été un peu un mirage, mais qui ne fonctionne pas et qui continue à causer des problèmes même aujourd'hui. Donc on a deux Libans qui s'affrontent. Un Liban qui veut l'arabité et qui épouse la cause palestinienne, et qui, à travers cette cause palestinienne, va également revendiquer une cause sociale et une présence politique beaucoup plus affirmée, que ce soit à l'Assemblée parlementaire. On va avoir, par exemple, beaucoup de chiites qui vont intégrer le mouvement des Palestiniens, qui vont devenir des fédéïnes, parce qu'ils étaient sous-représentés, parce que toute la population chiite du Sud était marginalisée. Il n'y avait pas assez de routes, il n'y avait pas d'électricité. Et donc, en s'attachant à cette cause palestinienne, ils vont prouver qu'ils existent. Et puis après, ils vont fonder, après 1982, le Hezbollah. C'est un peu de leur expérience palestinienne aussi, il faut le rappeler. Donc, et de l'autre côté, on a un Liban chrétien, un Liban qui se dit libanais. Donc on est les Libanais. Si vous écoutez Pierre Gemayel, c'est nous et eux. Un Liban seul, voilà. Comme le dit le jeune. C'est l'ennemi de l'intérieur, c'est l'ennemi également étranger qui investit notre territoire, qui investit nos foyers, qui envahit, qui occupe. Ils n'ont pas tort, hein, parce qu'ils portaient les armes et ils combattaient sur le sol libanais. Et ces chrétiens libanais vont se défendre et vont défendre également un Liban chrétien. Et ils vont être appuyés par la France. Alors on va peut-être revoir l'exode à Beyrouth, c'est-à-dire maintenant on est juste après le déclenchement, nous sommes le 4 novembre 1975. Je peux faire oui, juste un petit peu. Je ne veux pas confondre le public avec les complexités de la réalité libanaise, parce qu'elles sont très très complexes. Tel que Jehan a présenté, disons, les polarités. Les polarités, c'est exactement juste et vrai, et c'est ainsi qu'on les pensait à cette époque. Aujourd'hui, moi, quand je réécoute les deux discours, je ressens d'autres ambiguïtés qui ne sont pas aussi claires que celles dont on était convaincu avant. Oui. C'est des jeux à multiples entrées. Non. D'ailleurs, il y a un moment donné, Kamal Jumblat, il dit libertaire ou libéral. Et il confond libertaire et libéral en les accusant de libertaire, alors que lui-même revendique la révolution libertaire. Oui. C'est très, très intéressant, cette archive de Kamal Jumblat, surtout, et de Pierre Gemayel, qui montrait, et qui, aujourd'hui, quand on les regarde, on pourrait penser les choses comme ça, mais aussi autrement. C'est intéressant, les archives. C'est pour ça qu'on fait cette rencontre. Réfléchir sur le présent, pas sur le passé. Exode à Beyrouth. Les premiers effets de la guerre. Malgré la trêve à Beyrouth, c'est encore sous les balles que les derniers étrangers ou les familles libanaises, bloquées depuis une semaine dans les quartiers des combats, ont pu évacuer leur maison. Cette famille a pris le risque de partir dans sa voiture, emportant le maximum de bagages. Mais d'autres ont préféré fuir dans les quelques blindés de l'armée qui peuvent à présent parcourir la ville. Mademoiselle, vous évacuez votre domicile, c'était trop dur de rester ? Oui, vraiment, c'est trop dur. Comment D'ailleurs,
Il y a eu une balle qui est rentrée dans ma chambre, je ne sais pas qui m'a protégée, est-ce le bon Dieu ou le bon diable? Et comment ça s'est passé votre séjour ici, ces 4 jours pendant lesquels vous étiez bloqués? Un peu dans la terreur, mais grâce à Dieu, ils ont été très gentils. Je peux rien dire de plus. Si là, j'arrive. Peu d'étrangers, en réalité, font confiance au soi-disant cessez-le-feu qui règne à présent sur la capitale libanaise, à part quelques-uns qui se sont assurés la sympathie des combattants de la rue. Mais je peux quitter, mais je ne veux pas quitter. Il faut rester. C'est notre Arab Tabalounani, on va rester ici. La plupart des étrangers qui étaient bloqués dans leur quartier, pris sous le feu des barricades, ont donc pu profiter de l'accalmie pour gagner l'aéroport de Beyrouth. Mais souvent, ils doivent attendre une nuit entière, une place dans un avion, couchant parfois à même le sol. Nous étions dans une cave de notre immeuble qui était bien, il faut dire ce qu'il est. Et depuis cette journée-là, aucun espoir d'en sortir, aucun. Un franc-tireur nous visait chaque fois qu'on essayait de sortir. Nous étions une trentaine de personnes. Il y avait des Italiens, des Français, des Grecs, des Turcs, tous des gens d'une bourgeoisie aisée. Et on a pu avoir des communications avec Paris. Nos enfants nous appelaient. Comment vous avez pu évacuer votre maison? C'est des vrais. Des gens avec qui nous allons à la pêche et qui sont venus nous chercher à sortir. Comme tout le monde, les Français qui étaient près de 7000 au Liban ont dû subir ces combats, mais la plupart d'entre eux sont partis ou s'apprêtent à le faire. Beaucoup de Français ont quitté le Liban à la suite de ces événements. Seulement pour avoir une appréciation correcte, il faut bien savoir que la colonie française ici se compose d'un certain nombre de tranches, comme toutes les colonies. Il y a beaucoup de jeunes dans la colonie française du Liban, environ 3200 écoliers, étudiants ou enfants. Et évidemment, c'est cette couche-là qui s'est allégée la première. Est-ce que les Français ont eu à souffrir de ces événements? Est-ce qu'ils ont pu évacuer ou est-ce que certains ont été blessés? Les Français ont eu à souffrir et c'est même assez extraordinaire. Peut-être encore un peu de chance, si je ne suis pas superstitieux, de ne pas avoir davantage de dégâts dans cette colonie qui, comme vous le voyez, est importante. Mais malgré les morts de toute nationalité, les étrangers qui ont dû tout laisser à Beyrouth n'abandonnent le pays que provisoirement, avec souvent un billet de retour dans la valise. Jeanne Sfer, comment entendez-vous ces commentaires là, de ces premiers effets de la guerre? Nous sommes donc le 4 novembre 1975. Est-ce que la guerre est déjà installée ou est-ce qu'on en est exactement? Quelle est la perception de ce moment-là? Ou est-ce que les choses sont encore ouvertes? Et puis bon, parler aussi de ces premiers départs des étrangers et sûrement de certaines classes qui vont commencer à quitter Beyrouth et le Liban. Bon, en fait, cette archive, elle est intéressante à plusieurs égards parce qu'elle montre d'abord la valise, l'exil, le voyage, les bus, le départ, qui a marqué également les étapes de ce conflit. Tout à l'heure, je disais que c'est là on filme l'exode des étrangers du Liban et l'exode d'une classe qui peut se permettre de partir. Et il y a toute une population qui a été déplacée à pied, de réfugiés d'un endroit à un autre, qui est absente de cette archive. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le discours de la personne à la fin qui est interrogée et qui a un discours qui est très colonialiste, disons-le, par rapport à ces Français qui partent et notre ancienne colonie qui est en train de s'engouffrer dans un conflit. Effectivement, la guerre est en train de s'enliser, la guerre est en train de s'installer et tous les signes de la précarité et tous les signes du conflit sont là. Alors Marie-Claude Soued, vous vous souvenez très précisément du 13 avril, là on est en novembre. Est-ce que justement du point de vue du témoin, de la micro-histoire, est-ce que vous contestiez tout à l'heure l'idée qu'il y avait des séparations déjà de quartiers, de ghettos? Pour vous, en novembre, c'est déjà la guerre ou... Non, je découvre aujourd'hui que les Français étaient beaucoup mieux informés que nous sur nous déjà à l'époque. Ça veut dire que nous, dans le quotidien, on met cette guerre, mais c'était... Donc, ça ne se nommait pas comme ça, j'imagine. Jamais de la vie. Nous, on appelait ça les rounds, comme les rounds sur un ring de boxe. Donc, on a eu le premier incident qui était le bus d'Ain el-Rumeni. Etc. Ça a duré quelques jours, on en a parlé. Puis, ça s'est calmé. Puis, il y a eu après
une flambée de violence. On a appelé ça le deuxième round. Puis ensuite, on a parlé de troisième round. On était toujours, nous, en train de nous dire, c'est comme si on se battait sur un ring, et d'ailleurs, on les appelait round. Et petit à petit, vont s'installer dans les radios des commentateurs qui vont tous les jours, nous indiquer quelle route prendre pour éviter les francs-tireurs. Nous, on va s'installer dans la guerre doucement, doucement. Ça veut dire, elle va venir à nous, et puis elle va nous chasser, elle va nous transformer, elle va nous changer, etc. Mais ça va être doucement, doucement. Mais certainement pas en novembre 75. Moi, je crois que la guerre, pour nous, vraiment, a commencé avec Karantina, Talzatar, etc. Et bien justement, on va voir maintenant. On va voir effectivement... Nous, c'était... Mais ces étrangers, eux, ils voyaient plus loin. Enfin... Je dis bravo, mais pour nous, ça venait doucement. C'est toujours la question entre le regard intérieur et le regard extérieur. Et c'est aussi l'intérêt de regarder ces archives avec le recul 40 ans après. Et donc là, nous sommes le 12 février 1976. Et donc c'est l'attaque du bidonville de la Quarantaine à Beyrouth. Ah, la guerre commence vraiment. Oui, pourquoi d'amour dont le nom restera comme une tache dans l'histoire de la résistance palestinienne. Mais aussi pourquoi la Quarantaine. Comme si cette guerre secrétait de monstrueux équilibres, il a fallu qu'aux martyrs de Damour répondent le supplice de la Quarantaine. Un bidonville, le rebut de la société où s'entassent 30 000 personnes, le grand rendez-vous de la misère et de l'humiliation, un univers sur lequel on refuse de porter les yeux, quitte un jour à y braquer le canon. Les Palestiniens avaient pris position à la Quarantaine. Les phalangistes chrétiens encerclent et attaquent le bidonville. Là aussi, la population civile est prise au piège. Les civils se rendent par milliers aux miliciens chrétiens qui font le tri. D'un côté, les femmes et les enfants. De l'autre, les hommes en âge de se battre. À la Quarantaine, comme à Damour, on renoncera à compter les morts. Après l'élimination de la population, la destruction de la zone. Les immeubles sont dynamités, le bidonville passé au bulldozer. Les déshérités des quartiers voisins viendront fouiller dans les décombres à la recherche d'on ne sait quoi. L'instinct du pillage est décidément aussi enraciné que celui de la guerre. Les rescapés de la Quarantaine, expulsés de la zone chrétienne, ils se retrouvent réfugiés à 3 kilomètres de chez eux dans les cabines de bain qui abritaient cet été encore les loisirs de la bonne société libanaise. Chacun traîne avec lui ses souvenirs. Cet homme a perdu en un jour tous ses enfants. Depuis, il ne cesse de raconter. Mon garçon mort. Ils ont pris la fille et puis... Nous sommes libanais et nous ne sommes ni pour les Palestiniens ni pour les phalangistes. C'est ce que je criais aux phalangistes quand ils ont arraché mon fils de mes bras. Un garçon de 19 ans, ils l'ont fusillé devant moi et puis ils m'ont dit de partir. Je ne veux pas retourner là-bas sans lui. C'était leur fils unique, c'est lui qui faisait vivre toute la famille. Ils n'ont plus rien. Certes, les combats ont cessé, mais pour combien de temps? Et surtout, combien de temps faudra-t-il pour surmonter un traumatisme dont on ressent la profondeur en entendant le cri de cette petite fille devant le cadavre de son père?
Là, nous sommes rentrés dans les horreurs de la guerre, Gina Ensfer. Donc, la quarantaine, voilà, j'aimerais que vous situiez un peu, puisque là, encore, la dimension palestinienne est présente. Et puis aussi, au fond, un élément qui est assez peu dans les images, c'est-à-dire la dimension sociale de la guerre. Oui, bon, c'est difficile de commenter juste après ça, mais je vais essayer aussi d'interpréter ça. On entre là dans la géographie de la guerre, la sociologie de la guerre et la temporalité de la guerre. C'est-à-dire cette archive marque un des premiers massacres de la guerre qui va ouvrir la voie à d'autres massacres, Jisr el-Basha, Tel el-Zatar, Damour, donc ça c'est la vengeance des Palestiniens contre les chrétiens, ensuite Sabra et Shatila, et puis d'autres qu'on ne connaît pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Quarantaine est un quartier qui est situé à l'entrée de la ville et qui jouxte le quartier arménien. Et on l'appelait Quarantaine parce que pendant l'époque ottomane, il y avait un lazaret et les bateaux qui entraient à Beyrouth devaient passer par ce lazaret avant d'entrer dans la ville. Et puis ça a gardé sa dénomination de Quarantaine. Et c'est là qu'on trouvait tous les équarrisseurs, les petits métiers, les artisans. Et il n'y avait pas que des Palestiniens. Les Palestiniens sont arrivés en 1948. Avant eux, il y avait les Arméniens, mais il y avait également des Kurdes. Et puis la famille qu'on voit à la fin, le père qui pleure son enfant de 19 ans, est un chiite qui a fui le Sud-Liban, parce que là aussi, au Sud-Liban, il y avait des incursions israéliennes, des confrontations entre Palestiniens et Israéliens. Et donc il y avait de plus en plus de familles chiites qui quittaient le Sud et qui colonisaient un peu donc les abords de la ville, la ceinture de misère, ce qu'on appelait la ceinture de misère de Beyrouth. Et donc à la fin, on voit Saint-Michel, donc on est dans la banlieue sud de Beyrouth, Chiah plutôt, et là on est vraiment dans la géographie de la guerre, la naissance de cette banlieue sud, avec une population à dominante chiite qui va s'installer là, et avec une sociologie de la guerre, puisque c'est les couches les plus pauvres qui vont prendre les armes et qui vont combattre. Et après, effectivement, on ne comprend plus rien, on ne va plus savoir qui est avec qui et qui combat avec qui. Mais en tout cas, on a des déterminants qui sont là, qui sont bien visibles et qui sont des clés pour comprendre ce conflit qui est tellement complexe. Marie-Claude Sohen, quelques mots, puis après on va regarder les images de notre camp qui est Tel el-Zatar. Non, mais moi je veux dire une petite chose. Vous savez, c'est très compliqué de parler de la guerre du Liban au Liban. Donc moi j'anime parfois dans les écoles, etc., des ateliers avec des professeurs d'histoire, parce qu'on ne s'entend jamais sur la mémoire de la guerre, et il n'est pas nécessaire d'en avoir une, mais plusieurs aussi, c'est possible. Et moi, quand on aborde la quarantaine, il y a toujours d'amour en contrepoids. Ça veut dire... vous pouvez dire un mot sur d'amour. D'amour aussi, c'était un massacre pour ouvrir la route du sud Liban. C'est un village chrétien. Donc, quarantaine et d'amour, c'était deux verrous, entre guillemets, stratégiques de la guerre des 2 ans. Mais c'était là où la guerre a commencé dans la chair des civils. Ça veut dire, avant ça, on ne parlait pas de massacre, ni de déplacement de population, etc. Moi, dans ma tête, la guerre, qui, comme Jihan a dit, toute sa sociologie, sa géographie, etc., malheureusement commence par des massacres. Et ce sont ces 2 massacres qui restent dans nos mémoires. À Beyrouth, aujourd'hui, quand on parle de Karantina, on dit d'amour tout de suite. Quand on parle de d'amour, on dit Karantina tout de suite. Pour qu'on ait un équilibre dans cette mémoire des massacres. Oui, et un équilibre, et qu'on dise que oui, mais tous on l'a subi. Voilà. On va regarder les images de Tel el-Zatar. 16 juillet 1975. أيها الفلسطينيون أيها اللاجئون استسلموا على مستديرة المكلس. Les milices chrétiennes appellent ici les Palestiniens à déposer les armes et à se rendre.
C'est la fin du camp de Tel Zatar où les combattants liquident les dernières poches de résistance où se trouvent encore les fédayines. La population s'est rendue et ces femmes et ces enfants vont être évacués de la zone chrétienne où se trouvait le camp de Tel Zatar vers la région musulmane. Ces populations palestiniennes pourront aussi rester dans le camp, mais Tel Zatar va être désarmé et ne devra plus être la place forte qu'il était autrefois. Quand on aura fini Tel Zatar, comme vous le savez très bien, on a fini Jisr el-Basha. Lundi ou mardi, ce sera le tour de Nab'a, qui prendra quelques heures parce qu'elle est déjà presque déserte. Et la semaine prochaine, si Dieu nous aide, on va commencer le Sabra et Burj Brajne et Shatila. Et pourtant, la bataille de Tel Zatar a déjà fait près de 1000 morts. On dit que certaines familles qui voulaient se rendre ont été abattues par les Palestiniens eux-mêmes. Geste désespéré qui marque l'isolement dans lequel se trouve la résistance palestinienne et les forces progressistes au Liban. Nous comptons sur nous-mêmes, de plus en plus. Et il y a certainement une opinion publique arabe qui manifeste sa sympathie pour notre mouvement. Il y a des pays comme la Libye, comme l'Égypte, comme l'Irak, qui nous aident politiquement. Et la Tunisie aussi, n'est-ce pas? Et ça nous suffit. Nous demandons aux pays arabes que de faire rentrer les troupes syriennes chez eux. Parce que l'armée syrienne, en venant ici, a empêché le colloque, le dialogue de s'établir entre les Libanais. Aujourd'hui, les forces de la gauche libanaise et les Palestiniens brûlent peut-être leur dernière cartouche. La Syrie leur a coupé leur ravitaillement en armes et ils ne contrôlent plus guère qu'un quart du Liban et de la ville de Beyrouth. Les pays arabes du reflux, l'Irak et la Libye, ne peuvent plus leur venir en aide. La Syrie, alliée aux forces de la droite chrétienne, refuse que ses combattants soient remplacés sur leur ligne de front par les fameux casques verts arabes. On ne voit guère d'autre solution à la guerre civile du Liban qu'une solution militaire. Alors là, Jinan Sfer, on entre en profondeur dans la tragédie, dans la complexité, dans les retournements d'alliance, dans les jeux de force, et oui. On a l'impression que c'est inextricable. J'aimerais revenir sur le début de cette archive qui est assez intéressante parce qu'on voit un milicien phalangiste chrétien qui, avec un porte-voix, est en train d'intimider et de demander aux Palestiniens de se rendre. Donc Tel Zatar est un camp palestinien qui se trouve du côté dans la banlieue est de Beyrouth. Et comme il l'a très bien expliqué dans son programme, donc il y a la quarantaine, Tel Zatar, ensuite il y a Jisr el-Basha, Nab'a, qui se trouve à côté de Sin el-Fil, et puis les trois derniers camps, Sabra, Shatila et Burj el-Barajne, ne tombent pas maintenant, et ils vont tomber, Sabra et Shatila, en 82, vous le savez tous. Donc il y a une sorte, on revient à cette géographie de la guerre, tout à l'heure, j'ai dit nettoyage ethnique. Marie-Claude n'a pas du tout aimé ce que j'ai dit et je le retire. Dans une sorte de déplacement de population, on est en train de déplacer les populations. Les zones qui étaient des zones mixtes, où on parlait effectivement de dialogue et de conciliation entre musulmans, chrétiens, libanais, palestiniens, sont en train de s'homogénéiser. Donc on n'est plus dans un Liban mixte, on est dans la création de nouveaux territoires. Et Tel Zatar, moi je l'ai visité en 2002 avec une amie qui est devenue maintenant professeure à SOAS, Lal El-Khalili, et on voulait voir ce qu'est devenu ce camp. Et en fait, on arrive, c'est une zone industrielle, et il y a des remblais, il y a des collines vertes, et puis si on regarde un tout petit peu en dessous de ces collines, il y a des strates de parpaings. Donc toute une ville entière, c'est un des plus grands camps palestiniens qui a été anéanti, il a été vidé. Ensuite les bulldozers, comme pour la quarantaine, sont rentrés, ont détruit pour qu'il n'y ait pas de retour, pour que ce qui s'est passé aussi en Israël en 48, on a détruit les villages pour que les Palestiniens ne puissent plus rentrer.
Donc on est dans cette optique. Et puis à la fin, la deuxième partie de cette archive qui porte plus sur l'interview avec Kamal Jumblat, où on remarque que la guerre libanaise n'est plus uniquement libanaise, elle est régionale. Elle est régionale, elle oppose la Libye, l'Irak à la Syrie, qui s'ingère et qui va venir combattre aux côtés des phalangistes contre les Palestiniens. Alors là, Marie-Claude Souet, vous avez quelle mémoire de ce moment-là vous disiez tout à l'heure, ces deux camps, effectivement, sont dans la mémoire, c'est très emblématique, non? Non, mais moi, vous allez croire que je joue à Mère Teresa. J'ai un souvenir très poignant de Tell el-Zatar. Très poignant. Mon père était médecin et nous avions une clinique à Beyrouth qui était sur la ligne de démarcation du musée. Donc la clinique a été occupée par les phalanges libanaises, donc on n'avait plus de clinique. Mais on avait pu sortir quelques instruments médicaux, etc. et tout. Et le chef infirmier de cet hôpital s'appelait Faisal Karaki, je me rappelle très bien de son nom, était chiite du Sud et il habitait à Tell el-Zatar, donc dans ce camp. Et il y avait aussi une femme de mon village qui s'appelait Eva Saïd, qui, même de ma famille éloignée, etc., qui habitait aussi à côté des Palestiniens, parce que c'était un camp où habitaient les pauvres Libanais et Palestiniens, pas que les Palestiniens seulement. Et je me souviens qu'au moment de l'occupation du camp de Tell el-Zatar, et on savait que le camp allait être occupé, etc., moi j'ai fait prévenir Faisal pour qu'il puisse sortir, et Faisal a prévenu Eva pour qu'Eva puisse sortir, enfin pour qu'ils ne soient pas massacrés. Et je me souviens qu'ils sont tous les deux restés et qu'ils n'ont pas voulu quitter leurs voisins et qu'ils ont été massacrés tous les deux avec les Palestiniens. Et ça, je me rappelle très bien de ces deux personnes, qui étaient l'un chiite et l'autre chrétienne, et qui habitaient à Tell el-Zatar. C'est ridicule. Ça veut dire que quand je raconte des histoires comme ça, ce n'est pas seulement par... C'est pour dire que dans les sociétés, il n'y a pas que des dynamiques guerrières et que les sociétés ont aussi des potentiels d'un vivre ensemble et que ce sont ces potentiels-là qu'il ne faut pas pousser à bout. Voilà. On a souvent dit, à propos rétrospectivement, que la guerre du Liban, c'était la guerre des autres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Demande à Jihan d'abord. Je suis désolé, je mets un peu les pieds dans le plat. Parce que c'est elle la spécialiste des... Non. On dit toujours que c'est la guerre des autres, que c'est à cause des Palestiniens que la guerre civile s'est déclenchée. Des Palestiniens, des Syriens, des Israéliens, des Américains, des Français, enfin des acteurs internationaux. Et donc, qu'est-ce qu'il en est des Libanais eux-mêmes, dont on a vu avec ces archives la polarité des forces qui était quand même bien marquée. Les Libanais ont pris les armes, les Libanais se sont entretués, les Libanais continuent à s'entretuer. Aujourd'hui, on a encore une polarisation de la société et du politique entre les 14 mars d'un côté et ceux qui sont pro-Hezbollah. Donc on n'a pas besoin des autres pour se tirer dessus. Hein. Bien sûr, il y a tout le contexte régional et international, mais il y a effectivement des clans, des communautés, des régions. Et puis, il y a un Liban... Je vais faire ma militante, un Liban laïque qui n'arrive pas à naître. Un Liban qui doit se débarrasser de tout ce communautarisme, de toutes ces religions et de toutes ces divisions politiques, administratives, qui sont faites par affiliation clanique, par affiliation communautaire. Donc oui, on peut dire que c'est la guerre des autres, et ça a toujours été une certaine interprétation de certains historiens. Mais quand même, les Libanais ont posé des bombes, se sont tirés dessus et continuent à le faire allègrement. Oui. Non, c'était juste... On allait lancer la dernière... Je vais lancer la dernière archive et puis ensuite... sur justement la complexité, sur la pénétration syrienne. Archive de 4 juin 1976. Au Liban, on s'approche peut-être de l'heure de vérité pour la plupart des observateurs, ou bien on aboutit rapidement à une réconciliation entre belligérants sous les auspices du président élu, Sarkis, ou bien
la paix sera imposée par les Syriens. Ce soir, ces deux possibilités restent ouvertes. La réconciliation d'abord. On s'attend en effet à une nouvelle rencontre entre les responsables de la gauche libanaise et les leaders phalangistes. La paix syrienne ensuite, alors que la situation semble se détériorer entre les forces syriennes et les Palestiniens, les troupes de Damas progressent lentement. Les Syriens semblent s'efforcer de gagner la côte, et notamment le port de Saïda, pour remonter ensuite au nord vers Beyrouth. Il s'agirait ainsi pour les Syriens de couper les lignes de communication des Palestiniens et de leurs alliés libanais. D'après certaines indications, Damas aurait l'intention de stopper son intervention armée dès que l'ordre serait rétabli, dès qu'une solution politique apparaîtrait. Et puis à Beyrouth, la participation éventuelle de la France à un règlement de la situation continue d'être commentée. Il y a eu d'ailleurs des rumeurs fantaisistes aujourd'hui sur l'imminence de l'arrivée des troupes françaises. L'ambassadeur de Syrie à Paris a été obligé de démentir catégoriquement les informations selon lesquelles Damas aurait demandé à la France une collaboration militaire pour rétablir l'ordre. Monsieur Jumblat, lui, qui s'était tourné à 2 reprises vers Paris depuis le début de la semaine, continue de se demander comment les forces progressistes doivent réagir sur le terrain. Dans ce reportage que vient de nous envoyer notre envoyé spécial Dominique Baudis, Kamal Jumblat explique pourquoi, d'après lui, la Syrie vient d'intervenir pour la seconde fois au Liban. Les militants progressistes ne se font pas d'illusions sur leur capacité de résistance face à la force syrienne qui pourrait à tout instant les balayer si les colonnes blindées se remettaient en route. Sur les crêtes du mont Liban, au flanc des collines, dans les rues des villages, partout des hommes et des femmes en armes patrouillent, prennent position, scrutent à la jumelle les mouvements de l'adversaire syrien. Ces Syriens dont on faisait hier les champions de la cause palestinienne et qui font aujourd'hui figure de manœuvriers sans scrupules. Tout le monde observe en effet que l'invasion se produit au moment même où une solution proprement libanaise était sur le point d'apparaître. Depuis quelques jours, les contacts se multipliaient entre les dirigeants phalangistes et progressistes et comme par hasard, les provocations et les attentats politiques se sont multipliés, entraînant l'indignation puis l'intervention de Damas, comme si la Syrie entendait coûte que coûte imposer sa solution afin d'enfermer définitivement le Liban et les Palestiniens dans sa sphère d'influence. Et finalement, en l'espace de quelques heures, après l'entrée des troupes syriennes, vous rencontrez M. Béchir Gemayel, vous rencontrez le président élu. On peut se demander dans quelle mesure ce n'est pas justement cette invasion syrienne qui favorise un rapprochement entre des partis adverses. Peut-être parce que les phalanges aussi ont peur que cette invasion, en définitive, ne ruine la démocratie au Liban, ne mette fin, un point final à la démocratie, que ce soit un Anschluss, c'est-à-dire, et en même temps aussi mettre fin à l'indépendance de ce pays et à son intégrité territoriale, cette indépendance à laquelle nous tenons tous. Pour ceux qui n'ont pas suivi pas à pas l'évolution de la situation au Liban, les relations entre Damas et Beyrouth, il y a une question qui est évidente. Damas, pendant des années, la Syrie apparaissait comme les champions de l'arabisme, de la cause palestinienne, de la lutte contre Israël, du refus de l'impérialisme au Moyen-Orient. Et voilà qu'en l'espace de 2 ou 3 mois à peine, les positions sont complètement inversées. Davantage, je crois, cette évolution a commencé après l'accord de Sinaï, je crois, même peut-être avant. La Syrie s'est tournée petit à petit du côté des États-Unis. Et finalement, je crois maintenant, ils vont à toute voile vers les Américains. Alors, ce jeu compliqué, Marie-Claude Swade, entre Beyrouth et Damas, on aimerait, pour terminer, parce que c'est la dernière archive qu'on va voir ce soir, c'est de comprendre, et en la regardant, on me dit, mais ça a une sacrée résonance par rapport à la situation contemporaine. Non, d'abord, il faut entendre ce que Kamal Jumblat a dit. Anschluss. Par Anschluss et par l'intégrité territoriale, l'indépendance du Liban et la démocratie auxquelles nous tenons. C'est un peu paradoxal, n'est-ce pas, que lui et ses ennemis se disent démocrates et ils sont en train de s'entretuer. Et une fois que les blindés syriens apparaissent à l'horizon, tout à coup se réveille une peur comme ça profonde des Libanais et une convoitise des Syriens dans l'imaginaire de la fondation nationale de ces deux pays
Pour la Syrie, qui n'avait jamais reconnu le Liban comme un pays indépendant, on a eu un ambassadeur entre la Syrie et le Liban, Jihan, dis-moi quand, en 2010 juste après l'assassinat de Rafiq Hariri, en fait. 2007. Donc jusqu'en 2007, la Syrie ne nous reconnaissait pas, nous imaginait comme une partie indépendante. Et les Libanais avaient toujours cette angoisse que la Syrie les prenne pour une province syrienne. Et c'est intéressant, cette référence, et c'est intéressant, c'est un moment crucial de la guerre, ça. C'est un moment crucial de ce qu'on appellera la guerre des 2 ans avant la paix syrienne. C'est le moment où les belligérants réalisent, enfin moi j'ai connu Kamal Jumblat, où ils réalisent ce qu'ils ont quand même fait. Ils réalisent qu'ils ont quand même été trop loin. Ils réalisent qu'ils ont été qu'ils ont joué au plus fort, que le pays est petit, que dorénavant, ils ne vont plus vraiment être maîtres d'eux-mêmes, etc. Et c'est intéressant, la tête dramatique de Kamal Jumblat. Il sera assassiné quelques mois plus tard par les Syriens. Mais c'est intéressant, c'est un moment crucial qui clôt la guerre des 2 ans et ouvre sur une nouvelle ère. Un dernier mot, je tiens de faire avant qu'on laisse la parole à Hassan. Alors, effectivement, là, on est dans la syrianisation du conflit libanais, et puis on a aussi un acteur qui est derrière tout ça, c'est Hafez al-Assad, avec une stratégie régionale et une stratégie libanaise qui va commencer justement après Tel el-Zatar, et qui va continuer jusqu'à l'assassinat de Rafiq Hariri, et jusqu'à... le commentateur, tout à l'heure tu disais, Marie-Claude, ils ont compris beaucoup plus que nous, et j'ai relevé quelque chose qui était assez... Toujours Dominique Baudis. Dominique Baudis, qui est une remarque où il dit la solution syrienne serait d'enfermer les Libanais et les Palestiniens sous une zone d'influence. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Les camps palestiniens étaient verrouillés par la Syrie. Jusqu'à la fin du conflit libanais, la Syrie de Hafez al-Assad a tenu à verrouiller toutes les zones et à les mettre sous son influence. Et pour terminer, pour rappeler un peu ce qui se passe actuellement, lorsque Kamal Jumblat va dire qu'il se méfie de la Syrie parce qu'il y a les accords qui ont eu lieu, les accords de Sinaï avec les États-Unis, eh ben, rappelons-nous, en août dernier, en août 2013, lorsqu'il y a eu les attaques chimiques, les États-Unis ont déclaré, étaient offusqués, la communauté internationale était offusquée, mais rien n'a été fait. Mais rien n'a été fait. Les Assad sont intouchables. Il y a toute une stratégie qui est derrière et qui continue à exister, même aujourd'hui, à perdurer. Du déclenchement de la guerre civile au Liban en 1975 jusqu'aux résonances contemporaines. Vous voyez qu'avec une de ces images d'archives, on a pu cheminer dans ce qui est encore et toujours de la guerre. Donc la parole est à vous maintenant. J'imagine que ces images et ces interventions ont peut-être soulevé des interrogations. Donc elles sont l'une et l'autre à votre disposition pour y répondre. Peut-être un dernier mot, Marie-Claude Est-ce que je peux clore sur une note gaie? Le 4 juin 1976, les Syriens entrent au Liban et c'est le mariage de ma sœur. Il n'y a pas d'eau, il y a plein de choses à préparer, la fête et tout, mais c'est extrêmement compliqué. On fait une fête superbe. Donc aussi, pendant la guerre, il y avait une vie de tous les jours, une vie quotidienne, des solidarités entre les gens. Et je crois que c'est sur ça que les sociétés comptabilisent, malgré toutes les interférences géopolitiques, etc., pour pouvoir se ressouder et que les blessures se referment un peu. Et ça, c'est pas à la une des journaux télévisés? Non. Est-ce qu'il y a des questions? J'imagine que oui. Mais moi, je voudrais poser la première question. Et je voudrais la poser à Jihan, à l'historienne. Jihan, à avoir vu toutes ces archives, est-ce qu'il ne te frappe pas, tu n'es pas étonné d'un manque? Moi, en les revoyant, puisqu'on les a choisis avec Lina, je reste étonnée de ce manque. Donc, hyper-présence des Palestiniens, comme une espèce de masse menaçante en permanence, très peu de visibilité aux Palestiniens dans l'image, et surtout aucune voix donnée aux Palestiniens. Alors, est-ce qu'à cette époque-là, les Palestiniens n'avaient absolument aucune voix, n'étaient pas audibles
en particulier ici en France, ou voilà, est-ce un choix erroné, ou à partir de quand ont-ils On n'entend pas beaucoup les Israéliens non plus. Hein. Oui, ils n'étaient pas encore là. Non, mais ils étaient acteurs, acteurs du conflit. Mais, quand même. en fait, ce qui est important, enfin, ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais pas complètement. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il y a des Palestiniens qu'on entend. Des Palestiniens, le Palestinien de la quarantaine qui se trouve à Saint-Michel et qui dit « debout les morts ». Et là, on a... Ce qui est intéressant, c'est que la figure du fédaï, du révolutionnaire avec son kéfier, est silencieuse. On l'a vu dans les attentats de Munich en 72, en 72. Excusez-moi en 72, où on voyait les septembre noirs, enfin les auteurs de ce kidnapping, masqués, mais apparaître à la télé. Mais ce qu'on entend, et ce qu'on va entendre, et ce qu'on va interroger, ce sont de plus en plus les victimes. Donc le Palestinien fédaï ne va pas apparaître dans les archives occidentales. De plus en plus, on va interpeller la victime. Et surtout après Sabra et Shatila, qui marque 1982, avec les massacres des Palestiniens commis par les phalangistes entourés par l'armée israélienne en 1982. Donc on a là la production d'une image du Palestinien réfugié des camps qui va devenir victime et qui sera plus tard, par les chercheurs, le gardien de la mémoire palestinienne. D'autres questions? Oui, monsieur, là-haut. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, partager quand même l'émotion qui traverse quand on parle des massacres dans les camps. Et c'est vrai que l'archive sur Tel el-Zatar, je fais très peu mention du massacre de Tel el-Zatar. Ça me touche particulièrement lié à l'histoire d'une amie qui vient de Tel el-Zatar. Donc, bon. Deux questions, une plus historique et une autre peut-être plus sur le vécu. Une historique qui est, vous disiez que vous parliez de l'imaginaire du Liban en dehors du monde arabe. Et en fait, d'où vient cet imaginaire-là, historiquement? Et une plus sur le vécu, je travaille sur les dessins de Naji Ali, caricaturiste palestinien, assassiné à Londres en 87. Et évidemment, les dessins de Naji, relativement au Liban, sont beaucoup de choses. Je vous entendais parler de Rand, je pense au dessin de Naji Ali où on voit le monde arabe dans un ring. Et en fait, je voulais vous demander ce que vous pouviez me raconter sur les dessins de Naji Ali et comment vous les avez vécus dans cette période, puisque il a eu ce souhait aussi de dessiner à l'époque où il était à Saphir. On va commencer par cette question, avec Claude Swade. Oui, mais bon, je crois qu'il faut qu'on se voit après. Comme ça, on peut, non, mais c'est vrai. Il faut faire partager à l'ensemble de l'audience ce qu'il en est, quand même. Je comprends qu'il travaille sur le dessinateur lui-même. Sur le dessinateur lui-même, sur son regard de la situation à cette époque. Et tu sais bien que Naji Ali est palestinien, donc il a cette dualité, cet humain palestinien. Et moi, par exemple, je suis une fan des dessins de Naji Ali. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand les dessins de Naji Ali sortaient dans Al-Safir, c'était aussi comme une caricature qui commentait le moment que nous étions en train de vivre. Et moi, je me précipitais aussi sur les autres caricatures pour les comparer. Ça veut dire pour voir comment Naji Ali interprétait ce qui se vivait, mais comment Pierre Sadet, par exemple, dans Al-Nahar, et de l'autre côté le faisait. C'est intéressant de les faire dialoguer, mais je ne sais pas si...
Je vous ai répondu. Conversation qui viendra après je sais pas. Dessin à la pluie. Sur l'imaginaire du Liban? Oui, alors, bon, l'imaginaire de ce Liban, je vous renvoie aux travaux d'Ahmad Beydoun, qui a écrit beaucoup sur l'historiographie libanaise et qui est revenu un peu sur la création de ces mythes fondateurs de l'identité nationale libanaise, phénicienne pour les uns, arabe pour les autres. Ça dépend où on se place. Phénicienne pour une partie des chrétiens, il faut vraiment distinguer, c'est pas tous les chrétiens qui vont se dire nos ancêtres les Phéniciens et uniquement les Phéniciens et les Arabes ne sont pas venus et ne nous ont pas colonisés. Et de l'autre partie, vous avez une historiographie qui est beaucoup plus arabe et qui commence justement au 7e siècle avec l'invasion islamique. Donc on a une opposition, un conflit d'histoire, un conflit également généalogique d'une certaine façon. Un conflit généalogique. Que les strates, d'ailleurs, exactement, l'archéologie à Beyrouth a tout à fait signifié. Avec les strates, oui. Il y a eu des correspondants. Je pense que c'est intéressant de raconter cette histoire aussi. Ben vas-y. Non, pas. Non, mais non. Je suis pas là pour ça. C'est-à-dire que chaque communauté va se revendiquer une couche de l'histoire, une civilisation qui a marqué le Liban. Les Byzantins, enfin les Grecs orthodoxes vont plutôt s'identifier aux Byzantins qui ont été au Liban. Pour les Latins, ce sont les croisés. Pour les Maronites, c'est plutôt les Phéniciens. Donc on va vraiment fonder une identité nationale forgée sur un mythe. Et donc on a une histoire qui est en conflit, une écriture qui est en conflit et qui transparaît même dans les manuels scolaires d'apprentissage de l'histoire à l'école. On a essayé, et là je vous renvoie aux travaux de Betty Sleiman, qui a travaillé sur les manuels scolaires et sur la réforme du programme d'histoire des manuels scolaires, et on a eu du mal à se mettre d'accord sur l'écriture d'une seule histoire du Liban. Par ailleurs, là, si je cite des auteurs pour vous, parce que vous m'avez demandé, Candice Raymond vient de terminer une thèse qui sera publiée bientôt sur l'historiographie libanaise et écrire l'histoire en temps de guerre. Parce que aussi, pendant les années de guerre, les historiens ont continué à écrire. Et ont continué à écrire avec tout ce ressenti idéologique, politique, religieux. Donc, il y a une histoire qui n'est pas apaisée, une mémoire qui n'est pas encore apaisée. Est-ce que je peux raconter une Mais histoire? Oui, bien sûr. C'est Nous sommes là pour ça. C'est l'histoire d'un vécu. Alors, nous sommes dans mon village, moi je viens d'un village. Donc, nous sommes dans mon village et ce sont les élections municipales. Nous sommes en 1968. Et en 1968, déjà, les polarisations politiques au Liban étaient très, très tendues entre les libéraux, avec Raymond Aidé, Camille Chamron, et les phalangistes, et ce qu'on appelait les réformateurs du chéhabisme qui a fondé les premières institutions de l'État, etc. Donc, il n'y avait pas de Palestiniens, on ne parlait pas de Palestiniens ni rien, c'était des élections quasiment municipales. Donc, les phalangistes, leur propagande, c'était il ne faut pas que les gens de Chehab passent, mais les gens de Chehab, c'était les gens du village, parce qu'ils sont pro-musulmans, avec les musulmans, etc. Il faut que l'on vote des gens de chez nous qui sont complètement chrétiens et pro-chrétiens. Très bien. C'était un peu dans le village, tout passé, hein, pour les petites élections municipales, tout passé. Dans mon village, il y a une grande famille dont le nom, une famille chrétienne, maronite, qui ne se dit pas phénicienne du tout, mais qui se dit descendante du prophète, parce qu'elle fait partie de la famille Hachem, et que la famille Hachem est la tribu du prophète. Donc, un instituteur de la famille Hachem était assis dans la salle où on devait voter, etc. Et les religieuses, comme ça, arrivent et disent « S'il vous plaît, monsieur l'instituteur, je voudrais élire le candidat chrétien. » C'est un village chrétien. Hein, le candidat chrétien au municipal. Et l'autre, il lui regarde et dit « Ma sœur, ici, on est tous chrétiens. » Alors, il lui dit « Non, mais pas ceux qui sont avec les musulmans. » Alors, monsieur Hachem se lève comme ça, il lui dit « Ma sœur,
Moi, je suis maronite chrétien de cette montagne, du même village que vous. Moi, je viens de la famille Hachem. Mon beau-père, mon grand-père est le prophète Mohammed. Vous, ma sœur, on ne sait pas qui est passé chez vous. Les Romains, les Byzantins, les Arabes. Donc voilà, donc les strates dont vous parlez et les appropriations. Les histoires de généalogie sont au cœur sans arrêt du débat. Mais aussi, il y a des va-et-vient. Hein. Chacun se réapproprie la Phénicie, l'Arabité, le prophète ou la Vierge Marie comme il veut. C'est libre. Je veux dire, c'est aussi libre. Pas d'assignation identitaire. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Ah, attendez, avec le micro. Marie-Christine Elias de l'INA. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur l'évolution de la Syrie entre la première archive de 69, où on les voit plutôt soutenant donc les Fédayines, et le discours de Jumblatt en 76, où ils apparaissent plutôt soutenant l'autre camp? Et si vous pouviez revenir un peu également sur ces fameux accords du Caire, des accords entre qui est qui, et disons fomentés par qui? Alors, le changement de la position syrienne. Oui, alors c'est une question qui est très compliquée, mais je vais essayer de répondre. Donc la Syrie a une politique qui est pro-palestinienne. Le FPLP, par exemple, Georges Habash va fonder son parti à Damas au départ. Donc on encourage la révolution, mais on l'encadre. On l'encadre et il faut qu'elle reste sous influence. Donc à cette époque-là, la Syrie sortait aussi de la débâcle de 1967. On est un peu avant l'arrivée de Hafez al-Assad en 69, donc Assad va arriver en 70. Et donc on est encore dans une politique pan-arabe, dans une politique... Nasser n'est pas encore décédé, on n'est pas encore dans la phase Sadat. Donc on est toujours dans cette optique de reconquérir la Palestine occupée, Israël, et reformer et former les camps de combattants, dans les camps, que ce soit en Syrie ou en Jordanie ou au Liban. Après, il y a le coup d'État en Syrie, et donc l'arrivée de Assad. Assad est issu d'une minorité alawite, et Assad est un fin stratège. C'est, je pense, un des hommes politiques les plus intelligents du monde arabe. Il a tout de suite compris avec qui il faut s'allier et avec qui il ne faut pas s'allier. Il a tout de suite compris l'enjeu stratégique du Liban. Et il a tout de suite compris que s'il n'encadrait pas plus sévèrement, comme l'a fait le roi jordanien en septembre 1970, les fédayines palestiniens, ils peuvent faire un coup d'État contre lui. Et donc, entre 1969 et 1975-1976, on a un changement de régime en Syrie, avec un changement de stratégie et un changement d'alliance. Donc on est dans une reconfiguration du conflit israélo-palestinien et on entre aussi dans la guerre civile libanaise. Voilà. Pour les accords du Caire, donc c'est des accords qui ont été signés en 1969 et qui avaient été décidés, qui avaient un peu poussé la main aux Libanais pour... c'était des accords qui étaient normalement tenus secrets et puis ensuite qui ont été... la presse écrite les a dévoilés. Et donc c'est des accords qui seront signés entre... d'un côté, les Libanais, avec le général Boustani, et de l'autre côté, Yasser Arafat et le mouvement national palestinien. Ces accords répondaient au désir de Wadi Haddad, un des fondateurs du mouvement national palestinien, de transformer le Liban en territoire d'entraînement, d'armement des Fédayines pour reconquérir la Palestine occupée, l'Israël, en fait, pour mener leur combat à partir des frontières. Et donc, c'est des accords qui vont permettre à beaucoup de Palestiniens de recevoir beaucoup d'armes, de former ce qu'on va appeler, ce que Pierre Gemayel va appeler un État dans un État, puisque toute la périphérie des camps était sous surveillance des Fédayines.
et qui vont également porter atteinte à la souveraineté de l'État libanais. Parce que d'un côté, on a un principe révolutionnaire, et de l'autre côté, on a un État souverain. Et ces deux principes sont inconciliables. C'est-à-dire, on ne peut pas armer une révolution dans un État pour contenir sa souveraineté. Ça menait fatalement au conflit. Mais derrière tout ça, il y a aussi des transactions financières. Marie-Claude Sway, cette histoire de tiraillement des souverainetés est très intéressante. Jusqu'à aujourd'hui, comme dit Jihan, il y a un tiraillement entre l'idée d'un État souverain et l'idée d'une résistance. Donc, avec le Hezbollah aujourd'hui aussi. Et la diabolisation du Hezbollah aujourd'hui, après sa victoire en 2006, où il sort vainqueur parce qu'il a résisté à une attaque israélienne terrible par ailleurs, commence justement en 2009 en Égypte, quand on dit que sa cellule met en cause la souveraineté de l'État. Donc cette idée de mettre en cause la souveraineté de l'État, c'est vraiment un conflit qui déchire le Liban depuis lors. Et qui aujourd'hui se traduit avec le Hezbollah, ces tiraillements des souverainetés. C'est un cas libanais qui est assez intéressant, mais moi ce que je veux dire, je ne sais pas, Jihan, reprends-moi si je me trompe. J'étais en train de relire ce que les Palestiniens actuellement sur leur site racontent des accords du Caire, parce qu'eux aussi remettent en question leur présence au Liban, leur participation à la guerre. Il y a une réflexion de la mémoire palestinienne concernant la cause. Et j'ai eu l'impression que les Palestiniens n'en demandaient pas tant. Ça veut dire que parce qu'il y avait des dissensions à l'intérieur du... Écoute, sûrement, maintenant, avec le recul, ils doivent se dire qu'ils ont peut-être été très très loin dans l'armement, dans la révolution sur le territoire libanais, dans un comportement milicien à l'intérieur d'un État, et qu'il y a une remise en cause, enfin une remise en question plutôt, de ce qu'ils avaient accepté de signer. Mais si on se remet dans le contexte historique de 1969, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Fedaï était considéré comme le héros par excellence. Jean-Luc Godard a été dans les camps des réfugiés, Jean Genet a été dans les camps des réfugiés. On avait une fascination pour ces combattants palestiniens emmitouflés dans leur kéfier et qui allaient combattre. Donc il y avait une telle légitimité d'une grande partie de la population libanaise pour ce combat qu'ils pensaient qu'ils pouvaient tout avoir et tout obtenir. Et d'ailleurs, en Jordanie, ils l'ont payé très cher. Alors, je voudrais terminer cette soirée sur le déclenchement de la guerre civile au Liban pour vous faire entendre un extrait d'un texte d'un historien qui malheureusement a été assassiné, qui est Samir Kassir. C'est aussi une façon de lui rendre hommage. Il a écrit une très belle histoire de Beyrouth et dans son ouverture sur la période 1975-1990, qu'il intitule « Hors la vie », je vais vous faire entendre ces quelques lignes. Une ville tout entière obscurcie par la fumée des explosions et des incendies, ou alors rougie par le tremblotement des fusées éclairantes, comme une large tache de sang quotidiennement servie en pâture à la curiosité du monde. Des rues vides, sauf de combattants débraillés ou de malheureux passants qui courent pour se mettre à l'abri. Des bâtiments éventrés par les obus, d'autres dentelés par leurs éclats. Des roquettes qui viennent heurter des tours, des voitures piégées qui nivellent des carrefours. Des hommes et des femmes, des vieillards et des enfants qui se terrent, jamais habitués à cette violence qui les cerne, et pourtant toujours là pour la subir. Du sang qui coule tous les jours, pire, du sang qui sèche, sur des cadavres ici et là semés, parfois amoncelés. La mort, encore la mort, en prime time. Quiconque de par le monde a jamais allumé son téléviseur à l'heure des nouvelles, à un moment ou l'autre de ces 15 années
dans lesquels se sont consumés des milliers et des milliers de vies, n'a pu échapper aux images trop familières de Beyrouth et du Liban. Je vous remercie. Saluer donc Marie-Claude Soued et Jeanne Sfer pour leur participation donc, à ce temps des archives. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Ce sera le dernier rendez-vous de la saison, le 26 mai. Donc ce sera un thème un petit peu plus léger. Et donc vous savez qu'avec Emmanuel Laurentin et Fabienne Verstraeten et nos amis de l'INA, on a choisi aussi d'éclairer des mythologies contemporaines, comme dirait Roland Barthes. Et donc après Orangina, nous parlerons de la Fiat 500. Rendez-vous le 26 mai. Bonne soirée. Quelle chance. Et vous pourrez l'entendre sur France Culture Plus, sur le site.